découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le paysage politique ivoirien est plein de rebondissements. Ces bouleversements ont un impact sur la jeunesse en telle enseigne que celle-ci a besoin de s'organiser afin de mieux s'armer pour les batailles futures. La jeunesse du RHDP n'échappe pas à cette vision. Des mouvements de soutien sont même créés pour aider le parti dans ce sens. C'est dans ce cadre que nous recevons M. Meke Koulibaly, président national du collectif des jeunes leaders du RHDP. Bonjour M. Meke. Bonjour monsieur. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. Alors, au-delà du RHDP dont nous allons parler, nous allons également aborder les questions d'actualité socio-politique. Alors, d'entrée de jeu, qui est M. Meke Koulibaly? Merci bien. Je suis Koulibaly Meke, président national du collectif des jeunes leaders RHDP et par ailleurs, président national des SOFA du RHDP. Alors, M. Meke, sinon président national, depuis quand est-ce que le collectif a été créé et comment se porte-t-il? Merci bien. Il faut dire que le collectif a été créé depuis le 4 novembre 2020 et Père Astonam, en présence du Premier ministre. Et ce collectif a été créé suite à beaucoup de murmures des jeunes militants du parti qui se plaignaient un peu des comportements des cadres par rapport à l'insertion. Et c'est suite à ces murmures que nous avons décidé d'aller faire une manifestation devant la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et nous avons été repliés au niveau du rond-point de Mel Taylor. Et lors de nos rassemblements, nous avons été contactés par des jeunes, par des camarades leaders qui nous ont conduits chez le ministre Touré Mamadou afin de trouver une issue favorable à notre revendication. Et c'est à la suite de ça que des négociations ou bien des entretiens ont commencé avec les cadres pour pouvoir trouver une issue favorable par rapport à nos demandes. Alors, quels sont les objectifs de votre mouvement? Il faut dire que les objectifs du collectif des jeunes du RHDP ne sont rien d'autre que œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des militants, œuvrer pour la promotion des jeunes leaders et des militants de base, et puis faire accompagner les jeunes, puisqu'il y a des jeunes leaders aujourd'hui qui ont des entreprises, il faut les accompagner pour le financement de leurs projets et d'autres des entreprises, parce que souvent on est là pour avoir des marchés au niveau du pays, il faut avoir vraiment des vrais contacts. Nous, des jeunes aujourd'hui, on nous encourage d'aller faire des entreprises, tu n'as pas les moyens pour financer, on va te donner un marché de l'État, or l'État ne finance pas. Si tu n'as pas vraiment des partenaires ou bien des garanties financières derrière toi, il est difficile d'avoir des grands marchés. Donc nous demandons au cadre vraiment d'accompagner des jeunes leaders qui ont l'amour de faire l'entrepreneuriat. Mais pour faire l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait des accompagnements avec des appuis des banques. C'est pourquoi nous venons vers les cadres vraiment pour demander, parmi nos objectifs, accompagner des jeunes leaders qui veulent entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Au niveau des militants, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des gens qui veulent faire des financements de projets. Pour être militant, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Tu peux être un paysan, mais le paysan aussi a besoin des financements. Donc voilà un peu les revendications. Et même la promotion des jeunes militants. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, on voyait les gens financer des jeunes leaders. On peut même dire, président Meke entreprend, aller en France, aller s'auto-former. Et puis dans 5 ans, tu reviens et il y a une place qui est réservée. Parce qu'il faut préparer une génération. Et c'est ce que nous réclamons au cadre, afin d'accompagner des jeunes, faire des promotions des jeunes en les formant. Au lieu qu'on reste en train de faire des bruits en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas les emmener dans les grandes universités de l'Occident, nous former afin d'avoir des élites de demain. Et c'est ce que nous demandons aux cadres. Il faut que nos cadres arrivent à organiser ce milieu des jeunes leaders qui ont des diplômes, qui ont besoin d'une formation, d'un encadrement des cadres pour préparer la relève du parti. Ok, c'est bien compris, on a bien compris vos objectifs. Alors, Président, le 1er mai 2021 est une date gravée dans la mémoire de vos membres et de tous ceux qui étaient à la rue Le Pic. Alors, dites-nous, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Merci bien. Il faut dire que le 1er mai a été une date vraiment très
très remarquable pour nous parce que ça fait un peu le tollé des réseaux sociaux. Et malheureusement, nous avons vu l'opposition qui a fait une récupération de notre activité du premier à la rue Lepic. Et notre objectif n'était pas d'exposer le parti ou bien de donner le flanc à l'opposition pour pouvoir attaquer le président de la République. Nous, on avait l'intention d'aller faire une activité à la rue Lepic, adresser un message à l'endroit de nos cadres pour dire qu'il y ait un regard à l'endroit des militants de base. Parce qu'un parti fort se repose sur des militants forts. Si, tu peux créer un parti avec des cadres, mais si vous n'avez pas des militants derrière vous, le parti ne peut pas fonctionner. Donc nous sommes allés à la rue Lepic. Pour se faire entendre, on est allé. Et ce jour, malheureusement, il y a eu des incompréhensions. Sinon, c'était prévu pour qu'on parte faire une réunion dans la salle pour faire un message bien organisé. Et malheureusement, on a été refoulé. Et c'est ce qui a engendré toutes ces sorties de route. Et nous étions obligés de faire vraiment un sitting ou bien une déclaration devant la rue Lepic. Et c'est ce qui a vraiment occasionné beaucoup de tollé. Est-ce que cette façon de vous comporter n'était pas un peu en porte-à-faux avec les idéaux du parti? Non, nous ne sommes pas, nous sommes bien des leaders. Parce que vous avez manifesté bruyamment. Non, nous n'avons pas manifesté bruyamment. Il faut dire que peut-être que c'est la manière dans laquelle nous avons mené le combat contre la lutte, c'est ça qui a été mal apprécié. Sinon, notre intention n'était pas d'aller exposer le parti ce jour-là. C'est parce que nous n'avons pas été entendus. Malheureusement, ça a été oui, ça a été le cas, parce qu'il faut le dire, bien avant cette date, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux et dans le groupe WhatsApp où se trouvent nos cadres. C'était une manière de les alerter pour qu'ils aient des oreilles attentives pour nous recevoir afin qu'on leur expose face à face les problèmes dont parle le collectif. Mais malheureusement, on n'a pas été écouté. Ils ont pris à la... Je m'en fous, comme on l'a tous constaté, quand des aînés ne veulent pas écouter, à la fin, un enfant qui est là, qui pleure, il veut têter. Si la maman n'a pas un regard sur l'enfant va se mettre à pleurer. Et c'est ce que nous avons fait. Sinon, notre objectif n'était pas pour aller exposer le parti sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, voilà. Vous voulez profiter de ce canal pour vous excuser. Voilà, je profite de ce canal pour m'excuser auprès des cadres et des militants qui ont mal apprécié notre sortie du 1er mai. Parce que vraiment ce jour, les militants en avaient beaucoup sur le cœur. Et parce qu'au lieu il y a trop de gomme dans les bases, les problèmes des militants au niveau des bases ne sont pas remontés à la haute direction. Donc nous avons mis ce collectif pour être le porte-parole des sans-voix, remonter les problèmes qui se passent au niveau des militants des bases pour faire remonter. Dis-moi ce qui se dit bas, parce que quoi, nous savons, les murmures qui se passent dans les grains, les murmures qui se passent dans les QG des partis n'arrivent pas au sommet du parti. Et c'est pourquoi nous sommes portés garant pour dire ce qui se dit bas. Alors après cette sortie, est-ce que vous avez été écouté? Il faut dire que lorsque nous avons fini de faire le 1er mai, nous avons demandé vraiment une demande d'audience au ministre de la Jeunesse, le ministre Touré Mamadou, qui a jugé bon de nous recevoir. Et nous avons été reçus à son cabinet ce jour. Et nous avons dit, c'était une occasion pour nous, en tant que ministre de la Jeunesse, et un jeune du gouvernement qui connaît au point sur les problèmes de la jeunesse. Et nous avons dit tout ce qui faisait vraiment l'objet de nos revendications. Ce jour, nous avons fait plus d'une heure d'échange avec le ministre et beaucoup de choses ont été dites ce jour-là à son cabinet. Et à la suite de ça, des échanges ont commencé avec d'autres cadres du parti, des directeurs, afin de trouver des issues favorables pour les militants qui se plaignent, qui grognent pour le fait qu'ils sont délaissés par les cadres du parti. Alors, Président, votre parti, le RHDP, a été restructuré. Et quel commentaire faites-vous sur cette restructuration? Merci bien. Pour la question de la restructuration, je voulais inviter les camarades leaders et les militants du parti de faire confiance au président de la République parce qu'il est notre fétiche et nous suivons toutes ses instructions. Donc nous lui faisons confiance. S'il a jugé bon de faire la restructuration du pouvoir du parti, c'est lui qui sait où il veut emmener le parti. Donc nous restons à l'écoute des décisions qui seront prises après cette restructuration et nous allons nous mettre en mission pour respecter les instructions qui seront données au président de la République. On n'a pas besoin de faire des discours autour de cette restructuration. Il n'y a pas de problème au sein du parti. C'est le président qui décide. C'est comme un parti, c'est comme un test. On peut faire des amendements à tout moment.
Mais dès qu'on a dit restauration du parti, des autres ont commencé à se s'exhiber, faisons confiance au président, et c'est notre fétiche, et nous savons que après cette restauration, la machine va redémarrer encore en pleine puissance, afin de préparer les échéances à venir. C'est bien compris. Et donc, vous appelez les militants à rester toujours mobilisés autour du président de la parti. Alors, vous avez perdu 2 hauts cadres de votre parti. Il s'agit des premiers ministres Amadou Bon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, PLM. Alors, président, quel a été l'impact de cette disparition de ces 2 hauts cadres sur la jeunesse du RHDP? Merci bien. Et avant d'aborder ce sujet, je voulais que vraiment que les âmes reposent en paix, parce que nous avons perdu d'imminentes grises de notre parti sur le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et son jeune frère Ahmed Bakayoko, qui avaient réussi à adopter les jeunes leaders et les militants du base du parti. Et malheureusement, Dieu les a rappelés auprès de lui, et ça a été vraiment un grand vide au sein de la jeunesse. Parce que c'était des 2 papas qui étaient à l'écoute de la jeunesse. Et aujourd'hui, ils étaient sociables, ils étaient à l'écoute de la jeunesse. Et aujourd'hui, tous les jeunes regrettent la paix de ces 2 éminentes grises du parti. Et nous espérons que le parti a des hauts cadres qui sont à l'écoute des cadres, à l'écoute des militants. Et nous pensons, dans les années à venir, dans les mois à venir, d'autres cadres vont se mettre à la disposition des jeunes leaders vraiment qui ont l'amour du parti et du président de la République. Parce que le président n'a pas le temps d'être toujours aux côtés des jeunes leaders. Il faut des cadres pour être en contact avec les jeunes, pour faire passer le message, afin que nous, les jeunes, on arrive à parler de nos problèmes pour que ça arrive au président. Mais s'il n'y a pas de contact des intermédiaires, c'est difficile. Et le Premier ministre AGC et Ahmed Bakayoko avaient réussi à mettre les jeunes autour d'eux. Et c'est pourquoi vous avez vu, d'autre part, d'une part, la team AGC et d'autre part, la team Ambak. Chacun avait réussi à rassembler des jeunes autour d'eux afin de vraiment booster l'image du RHDP et l'image du président, le président Alassane Ouattara. Mais alors, président, l'actuel Premier ministre également du RHDP, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, le Premier ministre Patrick Kachi, et nous sommes tous mobilisés autour de lui. Et nous espérons qu'il sera à l'image du Premier ministre Ahmed Bakayoko et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous espérons, parce qu'aujourd'hui... S'il vous plaît, pour l'instant, il ne fait pas ce que vous souhaitez. Alors. Non, je ne dis pas qu'il ne fait pas ce que les autres Premiers ministres faisaient, parce que c'est une étape. Et si tu n'es pas habitué à des jeunes leaders, il faut chercher à les maîtriser afin de pouvoir mener des actions avec eux. Et nous pensons bien que le Premier ministre Patrick Kachi, il a déjà fait, parce que les fêtes de Tabaski, parce qu'il a fait un geste qui a marqué des jeunes leaders en les accompagnant pour des fêtes. Et ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être à l'écoute, écoutés par le Premier ministre, d'être à l'écoute des jeunes leaders. Parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes leaders se sentent abandonnés, ça crée un vide. Vous êtes au pouvoir, que vous n'êtes pas écouté. Tout n'est pas forcément des billets de banque qu'on nous tend. Nous avons besoin de la promotion. Le Premier ministre doit se montrer disponible à l'écoute des jeunes leaders. Et si les jeunes leaders se sentent vraiment écoutés, se sentent adoptés par le Premier ministre Patrick Kachi, vous allez voir les jeunes aujourd'hui se mobiliser autour de sa personne. C'est ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, le Premier ministre du gouvernement et l'homme de la situation, comme l'était le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, comme l'était le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et nous invitons le Premier ministre Patrick Kachi vraiment à s'investir dans le même schéma que le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Parce qu'ils étaient proches de la jeunesse. Ils étaient vraiment en contact des jeunes leaders. Oui, mais le Premier ministre Patrick Kachi est un ministre, le Premier ministre est en même temps cadre du RHDP. Donc, il a l'obligation d'être en contact avec des militants du RHDP. Nous ne sommes pas dans un parti RDA ou PDCI, nous parlons du RHDP. Il est Premier ministre, le cadre du RHDP, et il doit fonctionner comme le faisaient ses prédécesseurs, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont réussi à adopter les jeunes leaders. Et les jeunes leaders étaient en longueur de journée autour de la primature, autour de leur résidence. Et c'est ce que nous attendons du Premier ministre Patrick Kachi aujourd'hui.
C'est bien compris. Alors, le président Alassane Ouattara a déjà fait 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Quel bilan pouvez-vous faire de sa gestion du pays durant ces 2 mandats? Le bilan du président Alassane Ouattara, c'est un bilan inattaquable. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, vous partez demander le président Laurent Gbagbo et les exilés rentrés du pays après les exils, eux-mêmes savent ce que le président Alassane a fait. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... Quand vous dites que le bilan est inattaquable, qu'est-ce que vous voulez dire? Le bilan est inattaquable par rapport au président, à part le président Félix Houphouët-Boigny, qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit le bilan est inattaquable par rapport à ses prédécesseurs, le président Bédié, le président Laurent Gbagbo, par rapport aux actions, quand tu fais une comparaison, par rapport à leur temps, le temps de règne qu'ils ont fait à la tête du pays, et par rapport, quand vous faites une comparaison, le bilan du président Alassane Ouattara est inattaquable par rapport à leur bilan. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire a changé de couleur. Et nous voyons aujourd'hui les plus d'investisseurs qui viennent. Et nous voyons des grands chantiers. Malgré tout ça, la vie est encore chère. La vie, ça c'est le sujet. Peut-être que je vais... C'est un bilan. C'est un bilan. Non, aujourd'hui, il faut comprendre que le pays, quand l'émergence du pays aussi, tout ça, ça part dedans. Les gars dans le monde du transport, il y a toujours du désordre. Oui, les apprentis des bacs fixes, les tarifs comme ils veulent. Effectivement. C'est toujours le bilan. Au fait, ne regardons pas les petits points pour dire que non, le bilan est inattaquable. Nous sommes en bas. Dans un premier temps, c'est les infrastructures. Un pays développé, c'est les infrastructures. Quand le président Alassane venait au pouvoir, nous avons vu dans quel état la Côte d'Ivoire était. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de centre de santé, les écoles. On sait. Aujourd'hui, quand on parle de développement, le développement... Il y en avait, mais peut-être là... Oui, il y en avait, oui, on sait. Mais le développement, vous regardez l'évolution de ces infrastructures par rapport au passé, c'est un bilan, on ne peut pas attaquer. C'est vrai, les petits détails, on dit le transport, on ne peut pas tout faire en 10 ans. Le président a fait, il a fait des promesses. Ça, on ne peut pas faire en 10 ans, c'est que c'est attaquable, le bilan. Non, quand on dit on ne peut pas tout faire. Même les États-Unis continuent encore de mener des actions. Sinon, on pourrait s'asseoir, il n'y a rien à faire encore, on s'assoit et puis on ne fait pas. Mais quand vous partez dans les pays développés, ils continuent. Même en France, dans les pays développés, il y a toujours des petits réglages à faire. Le président a fait, après 10 ans de crise, comme la crise militaire, de 2002 jusqu'à 2011, nous savons comment la Côte d'Ivoire a été plongée. Mais il a fallu qu'un président comme le président Alassane Ouattara, pour redresser la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire... Oui, mais c'est tout nos cadres politiques. C'est les politiques de ce pays qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans ce chaos. Mais il a fallu que un président comme le président Alassane Ouattara, pour sortir la Côte d'Ivoire de ce chaos. Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas la confiance des investisseurs internationaux, ce n'est pas facile de faire venir. Nous avons vu la crise post-électorale, la crise militaire, qui a fait partie de la BAD. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, la BAD est revenue. Et nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays. Donc il a fallu un président comme le président Alassane Ouattara pour mettre la Côte d'Ivoire sur la voie du développement, pour mettre la Côte d'Ivoire sur les rails, comme le disait, les rails du développement. Et nous voyons aujourd'hui, les investisseurs n'ont plus peur. Tout le monde a fui la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, vous partez voir la zone industrielle de Yopougon. Il y a le changement. Les usines sont en train de pousser partout. Les infrastructures routières, il n'y a pas de développement sans les infrastructures routières. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Même si tu vas faire un centre de santé, s'il n'y a pas de route, comment évacuer les maladies? Mais président, malgré ce bilan inattaquable dont vous parlez, les Ivoiriens n'arrivent pas à se réconcilier. Alors, qu'est-ce qui pose le problème? La réconciliation, c'est un autre volet. Et nous allons en arriver là. Aujourd'hui, je veux parler des bilans, parce qu'aujourd'hui, dans toute chose, il y a des étapes. Le présent, c'est les étapes, la reconstruction du pays. Parce que les infrastructures ont été... Il aurait été mieux de commencer par la réconciliation. Non, désolé, parce que dans un pays d'abord, même s'il y a la réconciliation, qu'il y a le sous-développement, on va rester toujours en train de faire le chaos. Et dans un premier temps, un pays qui vient de sortir d'une crise post-électorale, il n'est pas évident de faire la réconciliation. Dans toute chose, il y aura toujours les opposants sur le terrain. Alors, même si il y a l'opposant, même si on dit la réconciliation ne veut pas qu'il n'y aura plus d'opposition. Ça, c'est clair. Donc, en ce moment, le président ne peut pas abandonner ses projets de société au profit de la réconciliation qui sera toujours piétinée par l'opposition. Mais la réconciliation, c'est Jésus pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Il y a des étapes. Et c'est pourquoi le président, quand il est arrivé dans un premier temps... Vous voyez même qu'on parle, d'autres Ivoiriens même disent, il fait le goudron, c'est bien, mais on ne mange pas le goudron. Ah oui, mais ils le disent qu'on ne mange pas de goudron, mais ils savent ce que ça apporte aujourd'hui.
Ils savent ce que ça apporte. Il aurait été mieux de commencer par la réconciliation. Et là, tous les cœurs... Il n'est jamais trop tard. Toutes les personnes qui vous pensez que auraient pu vraiment accepter avec bon cœur, comme on le dit, avec joie, tout ce qui est en train de se faire. Mais vous pensez qu'il peut y avoir une réconciliation en laissant le président Gbagbo hors du pays? Comme l'opposition me le disait, il n'y a pas de réconciliation. Le président Gbagbo, il est arrivé quand? Mais oui, comme vous avez dit que le président devait mettre l'accent sur la réconciliation. Et je pense qu'avec les discours des opposants, on a entendu ici, il n'y aura pas de réconciliation avec les exilés politiques. Nous avons tous entendu ici. Vous pensez qu'une telle réconciliation pourrait marcher? On a vu les exilés politiques. Il fallait les faire rentrer. Oui, mais voilà, il ne faut pas de réconciliation. Oui, les faire rentrer. Vous pensez que c'est ça qu'on est en train de dire, la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, tous les exilés ne sont pas encore rentrés. Oui, mais le cas Charles Blé vous dit encore. Beaucoup a été fait par le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître les actions que le président fait en faveur de la réconciliation. Le fait que le président Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire, ça prouve déjà que le président a un intérêt pour réconcilier les Ivoiriens. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent, Gbagbo a fait 3000 morts. Mais pourquoi Gbagbo rentre au Udu? Mais c'est pourquoi le président, il faut remercier le président. C'est grâce à lui, le président Gbagbo... Oui, mais grâce à lui, c'est grâce au président que le président Gbagbo a pu regagner la Côte d'Ivoire. Sans son autorisation, il n'allait pas pouvoir mettre le pied en Côte d'Ivoire. Et tous les exilés politiques qui sont en train de rentrer individuellement, c'est grâce à qui? Le président. Sans son accord, il ne peut pas rentrer. Donc c'est parce que le président est en train de montrer sa bonne foi qu'il est prêt à aller à la réconciliation. Il y a un temps pour tout. Comme on dit, il y a un apaisement. Après 2 mandats? Non, attention. Hein. Ne pensez pas que la réconciliation, c'est une action qu'il faut faire du jour au lendemain. On est en politique. Il faut faire très attention. Avec des militaires exilés, pourquoi il y a des militaires qui sont en prison? C'est pourquoi? Parce que les gens sont dans une logique qu'on ne veut pas du président Alassane Ouattara. Nous avons vu les élections passer, la désobéissance civile. Merci bien. Donc, pour paraphraser un peu ce que vous avez dit par rapport à la réconciliation, je pense bien que faisons confiance au président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire était plongée dans un chaos. Le nord était abandonné. Vous avez vu que le nord était assiégé par la rébellion. Et même ceux qui géraient le pouvoir, qui avaient la gérance de la zone gouvernementale, qu'est-ce qui a été fait? Avec tous ces pots qui ont été faits pour désengorger un peu les embouteillages. Donc ce qu'on doit retenir, il faut dire que le président Alassane Ouattara, c'est un stratège fin. Il sait ce qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Il a servi sur le plan international. Donc il était important pour lui aujourd'hui venir donner son expertise à son pays. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Pendant la campagne, nous avons vu ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, c'est vrai, on ne peut pas tout faire en si peu de temps avec les résistances souvent que nous voyons ça et là. Mais malgré tout ça, il a pu mener le maximum de ses projets. Les hôpitaux, les routes, et donc pour vous, le transport qu'il est en train d'aménager. Le plan des syndicats, vous parlez, c'est un milieu, c'est pas facile, mais c'est un peu au fur et à mesure qu'on va pouvoir assainir ces milieux. Le président a trop de projets. Quand il venait au pouvoir, il y avait trop de projets. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, les présidents n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Donc ce sont des dossiers qui étaient dans les tiroirs. Donc c'est au fur et à mesure. Pour lui, dans un premier temps, c'est les infrastructures. Il faut faire des infrastructures routières, les hôpitaux, l'école. Parce que quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Pour que les infrastructures viennent, pour aller installer des usines à l'intérieur du pays, il faut avoir des routes. Tu ne vas pas installer une usine au nord où il n'y a pas de route. Comment qu'on va être tes marchandises? Donc dans un premier temps, il faut faire les routes. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la voie en quittant le plateau venir à Yopougon. Quand il y a un bouchon au niveau du Banco, nous tous on sait. Mais aujourd'hui, le président, il a vu. Aujourd'hui, il y a un 4e pont qui est en train de sortir. Mais ce sont les actions que nous devons saluer. Le président ne mène pas ces actions pour les militants du RHP, mais plutôt pour la population ivoirienne. Donc le président, il a salué pour les actions qu'il est en train de mener. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire sur le volet réconciliation. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, depuis l'arrivée, est-ce que vous avez entendu un ministre de la réconciliation? Mais il y a un temps pour tout. S'il a décidé de faire un ministère de la réconciliation, le président, c'est un fait stratège. Faisons confiance au président, faisons confiance à son projet de société et il va arriver à réconcilier les Ivoiriens d'ici les élections de 2025.
Alors, Président, les dernières élections présidentielles ont été beaucoup mouvementées. On a connu ce qu'on appelle la désobéissance civile, qui a entraîné des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Un commentaire? Merci bien. Nous avons vu les élections de 2020, ce qui a été vraiment déplorable, parce qu'il faut dire que ça a entraîné des morts, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Ce sont des actes très, très, très regrettables que nous demandons vraiment à nos opposants de se ressaisir. Parce qu'il n'y a pas de commentaire. La désobéissance civile qu'ils ont fait, je ne sais pas quel était l'objectif. Mais je voulais inviter vraiment les militants de l'opposition à comprendre que la politique n'est pas la violence, qu'ils arrêtent à se faire manipuler. Le président Alassane Ouattara n'est pas là pour un peuple, n'est pas là pour un seul parti, il est là pour les Ivoiriens. On les manipule à travers des billets de banque pour aller détruire ce qui a été construit. Quel est l'objectif? En détruisant, ils ont tué, ils ont saccagé des véhicules, des biens. Mais à ce moment, ce ne sont pas les biens du président Alassane Ouattara. C'est de désobéissance civile. Comme on a même entendu le gouvernement CNT. Quel était l'objectif de ce projet? Donc, je voulais lancer un appel vraiment à l'opposition de comprendre que, aujourd'hui, la vie est en train de changer. Avec la mondialisation, les numériques, tout le monde est sur les réseaux sociaux, on ne peut plus bénir les enfants. Ça a été vraiment très regrettable de voir des jeunes incités par des opposants pour des projets maquillés, je ne sais pas quoi, pour leur intérêt personnel. Ils vont manipuler, ils réussissent à manipuler des jeunes. La politique allait donner les enfants d'autrui. À la mort, nous disons non. Aujourd'hui, autant vous parlez, on était dans l'opposition. Nous savons, il faut qu'on change nos manières de faire la politique. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, n'oubliez pas que vous êtes à votre émission Ivoire TV reçoit. Et nous recevons pour vous M. Meke Koulibaly, président national du collectif des jeunes leaders du RHDP. N'oubliez pas surtout de vous abonner à nos différents canaux de communication, à savoir officiel Ivoire TV, qui est notre page Facebook, notre page YouTube ivoiretv.net et notre site internet www.ivoiretv.net. Alors, Président, comment appréciez-vous le retour du président Laurent Gbagbo et la création de son nouveau parti, qui est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI? Merci bien. Il faut dire que le retour du président Gbagbo au pays marque déjà la volonté du président Alassane Ouattara à aller à la réconciliation et à la cohésion sociale. Et parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le président Gbagbo a gagné son procès, il a été libéré, mais son retour au pays dépendait du président Alassane Ouattara parce qu'il est le chef suprême. Donc, celui qui a donné l'autorisation, même pour signer le passeport diplomatique, c'est lui qui a autorisé. Préparer le terrain pour lui, c'est lui qui a autorisé. Donner le mettre dans toutes les conditions d'ancien président, c'est lui qui a autorisé. Tout ça là pour montrer aux jeunes du monde entier qui veut aller à la réconciliation, qui veut la cohésion sociale au sein du pays. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui le retour des exilés. Vous voyez aujourd'hui, la majeure partie des exilés politiques ont regagné le pays. Tous les cas du FPI aujourd'hui, les 80% des cas du FPI ont regagné le pays. Et ça, c'est à saluer. Et c'est une action qui vient du président de la République, qui montre sa volonté d'aller à la paix, à la réconciliation. Donc il faut dire le retour du président Laurent Gbagbo, et c'est un signal fort pour aller à la réconciliation. Et en même temps, je voulais profiter pour lancer un appel au président Gbagbo de s'inscrire dans ce schéma de paix et de réconciliation. Parce que si on veut s'inscrire dans notre guéguerre du passé, on ne va pas réussir à réconcilier les Ivoiriens. Il est un acteur important dans ce processus de réconciliation parce que le président Gbagbo était un ancien président, le président Bédié était un ancien président, plus le président Alassane Ouattara. Ces trois acteurs ont vraiment des rôles très importants pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, ils doivent vraiment lancer un appel à leurs militants à aller dans le sens de l'apaisement, à aller dans le sens du pardon. Parce qu'aujourd'hui, pour aller à la réconciliation, il faut qu'on arrive à laisser tomber le passé. Parce que si on veut toujours revenir sur le passé, on ne pourra pas se réconcilier. Tout ce qui a été fait
dans les crises post-électorales, dans les crises militaires, il faut qu'on laisse ça dans le passé afin qu'on arrive à se réconcilier pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, le président Gbagbo vient de créer un nouveau parti. Tout ça, là, c'est l'ambiance de la scène politique en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, ce sont les jeux politiques, les jeux démocratiques. Nous saluons cette création des nouveaux partis du président, le PPACI, le nouveau parti du président Gbagbo. Tout ça, là, ça anime la scène politique de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous devons savoir faire la politique, la part des choses. Nous devons inviter, dire à nos militants, on n'a pas besoin de faire la politique avec la violence. Changeons notre manière de faire la politique. Pareil, la Côte d'Ivoire, c'est un exemple dans la sous-région. Nous devons privilégier l'intérêt de la nation, l'intérêt commun, parce que de se focaliser sur nos problèmes, nos problèmes d'intérêt politique. Parce que c'est ça qui nous fatigue. On nous manipule. Quand ils finissent de nous manipuler, ils s'appellent entre eux, ils viennent s'asseoir pour nous diriger. C'est vrai, la politique, il faut diviser pour régner. Mais nous, les Ivoiriens, nous commençons à comprendre que nos cadres politiques, nos dirigeants politiques veulent toujours nous diviser pour mieux régner. Et ces divisions, ça entraîne toujours des morts du côté des militants. Et nous avons compris que ça, trop c'est trop. Nous devons changer notre manière de faire la politique. Et les jeunes ont commencé à comprendre. Et vous verrez dans les élections à venir que les choses vont changer. Je suis vraiment totalement d'accord avec vous sur cette dernière partie dont vous venez de parler. Mais également, lui aussi, il a été acquitté, mais depuis, il a un problème pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le cas Blé Goudé. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, pour le cas du président Charles Blé Goudé, il faut comprendre que, comme je l'ai toujours dit, que tout est une affaire de procédure. Faites confiance au président Alassane Ouattara et c'est de la politique. Tout ce qui se fait, le président Gbagbo est rentré, c'est un Blé Goudé. Si vous aviez un appel à lancer au président Alassane Ouattara concernant le cas Blé Goudé, que lui diriez-vous? Oui, il n'y a pas d'appel. Si le président Gbagbo est rentré, pourquoi le président Blé Goudé ne peut pas rentrer au pays? Le cas Gbagbo était plus grave que le cas le président Gbagbo. Vrai ou faux? Aujourd'hui, pourquoi s'inquiéter du retour du Charles Blé Goudé? Il va rentrer au pays. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Mais faisons confiance au président Alassane Ouattara. Il faut mettre toutes les conditions en place afin que quand le président Blé Goudé rentre. De la même manière que le président a préparé le terrain pour le retour du président Gbagbo, c'est de la même manière qu'il va préparer le terrain pour le retour de Charles Blé Goudé. Tout est une question d'organisation. Faisons confiance au président Gbagbo, au président Alassane Ouattara. Il n'a rien. Le président Blé Goudé n'est pas camarade du président Alassane Ouattara. Ils n'ont pas fait de terrain politique ensemble. Ce n'est pas son adversaire politique pour dire que le président va s'opposer catégoriquement au retour de Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas égal au président Alassane Ouattara. Il n'est pas camarade du président Alassane Ouattara. Donc le président, il a d'autres choses dans la tête. Il a d'autres choses à fouetter que de s'occuper du retour de Blé Goudé. Mais il faut préparer le terrain pour le retour de Blé Goudé. Nous savons comment la jeunesse était constituée au temps. Donc le président est en train de travailler pour le retour de Blé Goudé. Soyons patients. Le président Blé Goudé va rentrer au moment opportun quand le président Gbagbo est rentré calmement dans le pays. Aujourd'hui, on ne parle plus du retour de Gbagbo. Aujourd'hui, c'est lui qui a créé un parti politique. Il a oublié le jour qu'il est arrivé. On vous a bien compris, on attend impatiemment cette décision du président de la République. Alors, depuis un certain temps, un certain moment, bien sûr, il y a un véritable débat sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de télévision concernant la limitation d'âge à 75 ans pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Merci bien. C'est un sujet qui est d'actualité. Je pense même que les acteurs politiques de l'Afrique doivent comprendre que la limitation d'âge n'est pas un problème dans les histoires de gestion des affaires de l'État en Afrique. Mais c'est parce que nos dirigeants, nos acteurs politiques ne sont pas de bonne foi. Excusez-moi du terme. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'âge comme un critère pour gérer les affaires de la Côte d'Ivoire, comme les affaires en Afrique. Par contre, quand vous partez en Occident, tel que en Angleterre, la chancelière Angela Merkel, elle est là depuis des années. Elle est là depuis des années. Et quand vous partez en Russie, comment ça s'appelle Vladimir Poutine, il est là depuis des années. Aujourd'hui, nous avons vu les États-Unis, Joe Biden. C'est les vœux. À quel âge il a eu son premier mandat? Après plus de 80, d'après les gens, si je me trompe, il a plus de 75 ans. Il est venu au pouvoir.
Vous pensez qu'il est venu au pouvoir pour se limiter à un seul mandat? S'il a bien géré son pouvoir, il peut aller au deuxième mandat. Ce deuxième mandat va trouver qu'il est beaucoup avancé en âge. Mais pourquoi ça en Afrique, on perd le temps sur les questions de limitation d'âge? La limitation d'âge n'est pas un problème. Mais est-ce que nos dirigeants ont les vrais projets de société pour leur population? Est-ce qu'ils viennent pour aider la population? S'ils viennent pour aider la population, le plan de limitation d'âge n'a pas de problème. Nous voulons des dirigeants qui pensent au plan de la société, le volet social, le développement, les questions d'économie dans leur pays. Mais que des dirigeants qui viennent, tu peux être jeune, et puis venir piller les biens de ton pays. Mais c'est une question de mentalité. Il faut qu'on arrive à comprendre que diriger un pays, ce n'est pas l'âge. C'est la vision que tu as pour ton pays. Si tu as un vrai projet de développement, que chez toi, la priorité pour toi dans ton projet de gouvernement, c'est que le bien-être de ta population, quel que soit ton âge, tu n'auras pas de problème avec ta population. Donc il faut que nos dirigeants comprennent que l'âge n'est pas un problème, en particulier en Côte d'Ivoire, l'âge n'est pas un problème. Le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'à combien? Il était vieux. Est-ce qu'on avait un problème? On n'avait pas de problème. Mais il avait un projet pour la Côte d'Ivoire. Il développait la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que le problème d'âge en Côte d'Ivoire, moi-même, je ne suis même pas pour la limitation d'âge. Je suis pour la prise de conscience de nos acteurs politiques. La prise de conscience de nos acteurs politiques à privilégier les intérêts de la nation que de privilégier les intérêts personnels. Parce que venir piller, faire des projets pour bénir la population, comme quand tu viens sortir ton peuple du sous-développement et venir, une fois au pouvoir, vous venez traîner vraiment la population dans le sous-développement en pillant les biens et aller investir dans l'Occident. Et c'est ce qui entraîne aujourd'hui les différents coups d'État dans la sous-région. Parce que toi, tu veux changer les données, une fois que tu viens, les gens, ils se détournent de leurs objectifs. Et c'est le problème que nous constatons. Quand un politicien vient, je viens pour changer. Nous avons vu le cas du président Guy Robert, où nous avons connu le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, que je vais changer la Côte d'Ivoire. Je vais balayer la maison. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce que nous avons constaté? Il a été détourné de ses objectifs. À cause de quoi? Par les mauvais conseillers. Même s'il y a les mauvais conseillers, toi-même, tu dois être ton premier conseiller. Quand on te conseille, tu es le dernier à te conseiller. Mais si nous restons sur nos objectifs à respecter ce que nous disons devant les peuples, je pense même que quel que soit ton âge, tu n'auras pas de problème avec ton peuple. Donc, regardons un peu l'Occident. L'Occident ne traîne pas sur les histoires de questions de limitation d'âge. Eux, ils ne regardent pas ça. C'est le projet de société parce qu'eux, ils ont un objectif. Comment sortir leur peuple du sous-développement? Comment aider le peuple sur le plan social? Aider les pauvres à avoir leur gagne-pain les matins, donner de l'emploi à leurs partisans. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, l'alimentation d'âge n'a pas... Vraiment, c'est une perte de temps pour venir créer encore, fragiliser le tissu, la situation du pays. Nous ne devons pas faire de ça un problème pour la question politique en Côte d'Ivoire. C'est une perte de temps, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des acteurs politiques qui ont un regard sur le problème de la société que de penser à leurs intérêts personnels. Alors, comment prévoyez-vous la succession du président Alassane Ouattara en 2025? Merci bien. Affaire de succession, ça fait la une de l'actualité. Je pense que cette affaire de succession n'a pas sa raison d'être, hein, puisque le président d'abord, la Constitution lui permet de briguer un deuxième mandat, puisqu'il est au premier mandat, c'est la Troisième République. Donc, dès lors que la Constitution lui permet de briguer un deuxième mandat, moi je pense que la question de succession ne doit pas être un sujet d'actualité. Nous devons faire confiance au président. C'est à lui, quand il va juger bon, de se faire remplacer, et nous allons suivre sa décision. Sinon, la succession du président Alassane Ouattara, ce n'est pas d'actualité à notre niveau. Chez nous, la Constitution lui permet d'être candidat encore en 2025, et nous restons concentrés derrière le président Alassane Ouattara. Et s'il juge bon de passer le flambeau à une nouvelle génération, il n'y a pas de souci, et nous allons suivre. On vous a bien compris, président. Alors, quelles sont les perspectives de votre mouvement?
Merci bien. Il faut dire que le collectif des jeunes leaders RHDP, dont j'ai la charge de diriger, est en action auprès des autorités afin de faire remonter les besoins des militants de base. Et nous avons fait de notre priorité les besoins des militants. Et nous disons haut ce qui se dit bas. Et nous, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons au niveau du parti, on a l'impression qu'il y a des cadres qui se cachent derrière beaucoup de choses. Ils refusent de dire la vérité. Donc nous avons dit, nous les jeunes leaders du RHDP, nous sommes bien des militants du RHDP, des leaders du RHDP, mais nous avons l'obligation de dire ce qui se dit bas. Dire ce qui se dit bas. Parce qu'il y a trop de trucs qui se passent dans les militants de base. Les informations n'arrivent pas. Les besoins des militants n'arrivent pas. Les encadrements, nous ne sommes pas satisfaits des encadrements des militants. Des sollicitations n'arrivent pas. Donc nous venons aujourd'hui pour dire que le collectif est en train de s'organiser. Aujourd'hui, nous avons des coordinations qui sont en train de pousser. Nous sommes en bonne collaboration avec le ministre, tous les mandats, le ministre de la Jeunesse et de la promotion de la jeunesse. Et la dernière fois, nous avons mené, le 21 du mois passé, nous avons mené un séminaire de formation sur le leadership et le montage des projets. Parce que nous avons trouvé, aujourd'hui, la majeure partie des militants sont plus concentrés sur les concours. Et combien de concours, combien de fonctionnaires on prend par an? C'est l'appel que vous avez lancé à la jeunesse. Oui, j'ai lancé un appel à la jeunesse pour dire que le collectif des jeunes leaders, nous luttons pour l'insertion socio-professionnelle, la promotion des jeunes leaders et le financement des projets. Oui, mais nous invitons les jeunes à privilégier les projets, le financement des projets initiés par le ministère de la Jeunesse et de la Promotion. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas intégrer la fonction publique. Même la fonction publique ne peut même pas nous satisfaire, ne peut pas couvrir nos besoins. Donc nous avons l'obligation d'avoir des petits projets pour combler les petits trous pour subvenir à nos besoins. Et c'est pourquoi nous avons organisé la formation en montage de projets afin de mobiliser, sensibiliser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, montage de projets. Parce que c'est de là, on peut commencer de rien et devenir grand demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui pourra former, rendre la Côte d'Ivoire un pays très, très, très développé. Quand vous partez aux États-Unis, les gens ne sont pas là pour des histoires de bureau. Chacun veut entreprendre, faire des employés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous avons initié ce projet. Nous avons formé, les jeunes sont en train de monter des projets. Nous sommes en contact avec des responsables de montage de projets afin d'encadrer ces jeunes pour déployer les projets, pour le financement de leurs projets. Parce que une chose est de monter des projets et l'autre aussi est d'avoir des financements. Alors, Président, nous sommes au thème de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Merci bien. D'abord, je voulais remercier Ivoire TV qui m'a permis ce matin de pouvoir adresser quelques mots à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que c'est un plaisir pour moi d'être dans vos locaux ce matin, parce que c'est l'occasion que nous cherchons des jeunes leaders, trouver des canaux pour pouvoir s'exprimer, parler un peu des problèmes de l'actualité. Et Ivoire TV m'a permis d'avoir cette occasion pour m'exprimer, pour me faire entendre. Et je voulais remercier le directeur général de Ivoire TV et tous ses collaborateurs qui ont permis cet entretien de ce matin. Et dire merci encore à Ivoire TV pour ce grand geste de ce matin. C'est nous qui vous remercions et sachez que nos locaux sont toujours ouverts pour vous recevoir. Alors, chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre émission Ivoire TV reçoit. Nous recevions pour vous M. Meke Koulibaly, président national du collectif des jeunes leaders du RHDP. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents canaux de communication. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous protège. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.